Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter un topo sur le changement climatique. Alors, c'est pas un topo complet. Toute la partie, le pourquoi du comment du changement climatique et toute la partie qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour agir contre ce changement climatique, c'est pas l'objet du topo. Ça sera vu justement dans la fresque du climat qui va suivre cet après-midi. Moi, je vais faire un focus sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau? Hein, notre terrain de jeu, l'activité plongée, l'eau en règle générale, l'eau de l'océan et l'eau douce. Ah, alors, voilà, ouf. Donc la plongée, puisque nous sommes tous plongeurs, c'est une activité en milieu naturel. En règle générale, c'est proche des rivages. Donc on fréquente pas, l'ensemble de l'océan, heureusement pour nous, on n'en fréquente qu'une toute petite partie. Mais ces milieux sont soumis à un certain nombre de changements, dont le changement climatique, mais pas que lui. Il y a aussi d'autres menaces, parce qu'on peut bien appeler ça des menaces, qui vont faire évoluer ces milieux. Alors, je cite la destruction des habitats, la surexploitation des ressources et les pollutions diverses et variées. Il y en a de toutes sortes. Et tout ça, c'est cet ensemble-là qui va faire un effet cocktail et qui va, menacer et faire évoluer ces milieux. Alors, évoluer, c'est neutre comme terme, hein, c'est positif, négatif, ce n'est pas la question, mais ces milieux vont changer. Et effectivement, il y a, des impacts négatifs, bon, qui sont déjà connus, hein, comme la biodiversité. Et du coup, nous plongeurs, surtout plongeurs naturalistes qui allons voir sous l'eau des choses et expliquer ce qu'on voit sous l'eau, forcément ça va impacter, malheureusement négativement souvent, notre terrain de jeu. Alors je vais donner un petit exemple sur cet effet cocktail c'est une étude qui est parue sur les coraux de l'océan Indien où, les chercheurs ont comparé les îles éparses où il n'y a pas d'habitation, c'est des îles, il y a pas grand monde dessus. Donc on peut voir quand il y a un changement, une évolution du milieu, uniquement l'évolution due au changement climatique, puisque ça c'est global, hein, c'est vraiment l'ensemble de la Terre qui est impacté, comparé à Mayotte et la Réunion. Ah, désolée. Comparé à Mayotte et la Réunion, qui elles sont des îles très fortement urbanisées. Et ils ont mesuré donc l'impact sur les coraux durs. Donc, dans les îles éparses qui sont inhabitées, sont gravement menacées, mais c'est vraiment menacé de disparition, 6% des coraux durs. Et si on compare à Mayotte et la Réunion, c'est de 12 à 15% des coraux durs. Donc on voit bien cet effet cocktail et on voit bien que le changement climatique à lui seul a un effet non négligeable. Alors maintenant, on va se focaliser sur ce changement climatique. Alors je vais passer en revue plusieurs, heu, aspects. Alors pas tout parce que là, j'ai pas le temps de tout vous décrire. Donc en gris, c'est ce dont je ne vous parlerai pas. Mais d'abord, les modifications du lieu de vie. Température, acidité, si j'ai le temps, le tapis roulant et la stratification des couches d'eau. L'impact sur la migration des espèces marines et l'influence du changement climatique sur les invasions biologiques. Et aussi, malheureusement, la modification du cycle de vie d'espèces clés de voûte des écosystèmes. C'est donc le plancton qui va être fortement impacté. En ce qui concerne l'eau douce, à ne pas oublier, extrêmement important, tout ce qui est fonte des glaces, sécheresse et inondation. Et aussi sur le littoral. Le littoral est fortement impacté par ce changement climatique et on va en parler un peu. Alors, commençons par ce joli petit graphique où en ordonnée, nous avons l'augmentation de la température globale, donc c'est terrestre, et de l'autre côté, l'augmentation de la température de surface des océans, et au milieu, un certain nombre d'écosystèmes.
avec ce que l'on sait aujourd'hui et ce que l'on projette pour l'avenir. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, le changement climatique, c'est 1,1 dans ces eaux-là degrés. Donc, c'est la barre grise en bas. Ce que l'on sait du changement climatique, où est-ce qu'elle est ma petite flèche? Non, non, c'est pas celle-là. Ah mince alors. Voilà. En métropole, vers 2100, on estime, si on ne fait rien de probant d'ici là, qu'on va avoir une augmentation de 3,8 degrés terrestres. C'est énorme. Préparez-vous à avoir chaud. Donc, aujourd'hui, on est à 1,2 et on voit déjà qu'on a des écosystèmes extrêmement impactés. Alors, qui sont très bien documentés parce que c'est déjà, c'est pas de la prospective dans le futur, c'est aujourd'hui. Donc, les récifs coralliens, extrêmement impactés, fortement, avec une grande certitude. Les herbiers marins. Alors, les herbiers marins, on commence déjà à avoir des impacts, mais c'est le gros des impacts qui est à venir. Et le domaine épipélagique, donc en gros, c'est la plano jusqu'à 200 mètres de profondeur. C'est donc là où il y a une grosse partie de la vie sur Terre. Et là, c'est typiquement le plancton et toutes les espèces marines que l'on exploite et qui sont dans cette zone-là. Donc, on voit bien que c'est déjà aujourd'hui et on va passer en revue certains de ces impacts. Voilà. Alors moi, j'habite en Méditerranée, donc j'ai surtout travaillé sur la Méditerranée, mais on a à peu près la même chose à des degrés divers ailleurs. Alors la Méditerranée, elle s'échauffe plus vite que la moyenne mondiale. Donc elle a pris 0,4 degrés en plus déjà, ce qui est assez considérable. Et c'est surtout le bassin oriental qui est impacté de nos jours. Mais le bassin occidental est en train de suivre, rattraper son retard. Donc, il n'y a pas que les eaux de surface qui sont impactées, les eaux profondes aussi. Donc aujourd'hui, les eaux profondes, on dit qu'elles sont à 13 degrés, c'est constant, il est très probable que ça monte à 14 degrés d'ici quelques années. Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? C'est une augmentation de la fréquence, de la durée et la sévérité des canicules marines. Alors, j'ai plus sous les yeux ma définition des canicules marines, mais c'est en gros, c'est quand on prend plus 5 degrés par rapport à la normale pendant plus de 5 jours. L'année dernière, en 2022, nous avons eu 6 périodes de canicules marines entre juin et septembre. C'est monstrueux, hein, c'est chez nous, hein, dans le bassin occidental. Ces périodes-là vont devenir la norme vers 2050, ce qui veut dire que toutes les espèces les plus fragiles, qui ont déjà connu des canicules marines et qui ont eu le temps, hein, les gorgones, c'est les espèces les plus emblématiques, les gorgones rouges, elles ont eu le temps de se remettre, hein, par rapport aux canicules marines de 99. Je crois qu'en 2003 aussi, il y en a eu. Elles ont eu le temps de se remettre. Mais si on en a de plus en plus souvent et de plus en plus fréquentes, elles ne se remettront pas et nous n'aurons plus de gorgones rouges à moins de 40-50 mètres de profondeur. C'est ça qui va arriver en fait. Donc en 2022, le golfe du Lion a été particulièrement touché avec des périodes de plus 6,5 degrés par rapport à la normale en canicule. Donc, nous avons tous pu constater ces mortalités massives, non seulement de gorgones, ça a fait le buzz sur le partout, mais aussi des éponges, d'autres coraux, enfin un certain nombre d'invertébrés marins. Il y a aussi un très gros risque sur la posidonie. Parce que la posidonie, en fait, elle est très sensible aux augmentations de température, en particulier les jeunes pousses. Et nous avons tous pu constater à l'automne 2022 une floraison massive, j'avais jamais vu ça auparavant. Pratiquement tous les pieds de posidonie à certains endroits avaient des inflorescences. Ça, c'est rarissime, mais c'est plutôt mauvais signe parce que ça veut dire que la posidonie est en train de se dire: «Ouh là là, ça chauffe,
il faut que je me reproduise, il faut que je fasse quelque chose parce que ça va mal se passer pour l'avenir. Donc, on est déjà en crise et ces crises, malheureusement, vont augmenter. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises au mois d'août de l'année dernière, des nécroses de gorgones pourpres. Alors celle-là, elle n'était pas encore complètement morte, heureusement pour elle, mais dans la zone des 10 mètres, des éponges, des acidies, enfin, c'était terrible de voir des nécroses telles qu'on a pu les voir l'été dernier. Et ça, c'est très variable des endroits où on est. Il y a des endroits qui sont miraculeusement protégés. Il y a des endroits, c'est vraiment les 10 premiers mètres. Là, c'était des photos en Corse, les 10 premiers mètres, c'était morne pleine. En dessous, ça allait beaucoup mieux. Il y a des endroits, ça sera jusqu'à 20 mètres. Ça, on n'a pas de boule de cristal pour savoir l'ampleur des dégâts qu'il va y avoir. Et donc, ça dépend des localités. Donc, algues rouges aussi. Les corallinales, celles qui construisent le coralligène, peuvent être très impactées. Les bryozoaires aussi. Les bivalves, il y a eu des études scientifiques sur des mortalités massives de bivalves en fonction des endroits. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des mortalités massives dans la Méditerranée. Donc, un autre aspect, c'est que souvent ces canicules marines sont associées à une absence de vent. Et ça, c'est très mauvais parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de brassage des couches d'eau. Et le deuxième effet qui se coule, c'est le risque d'asphyxie. Quand vous avez de la barbe à papa, par exemple, qui va recouvrir les invertébrés marins, donc nos gorgones, nos éponges, nos algues, eh bien, la barbe à papa, c'est un phénomène tout à fait naturel, sauf que quand l'eau est brassée, comme c'est un film extrêmement fragile, ce film va partir. S'il n'y a plus de brassage de l'eau, le film va rester et cette barbe à papa, elle empêche, les polypes, des cnidaires par exemple, de se nourrir correctement. Donc c'est un deuxième risque qui se rajoute. Autre risque, heu, la solubilité de l'oxygène dans l'eau diminue avec la température. Si vous avez une couche d'eau très chaude qui va rester stagnée pendant longtemps, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir moins d'oxygène disponible pour les animaux qui vivent dans cette zone-là. Donc problème, parce que tout le monde a besoin d'oxygène. Donc cela mélangé avec l'effet cocktail des pollutions, avec les nitrates et les phosphates, quand on n'est pas bien loin de zones, du rivage, eh bien cela risque de créer des blooms d'algues avec un risque d'hypoxie. Donc, le peu d'oxygène restant va être bouffé, en fait, par la décomposition de ces algues à un moment donné. Et donc, on risque de créer des zones mortes. Alors, ça peut ne pas être une zone morte pendant très longtemps. À un moment donné, le brassage de l'eau va revenir, il va y avoir un grand coup de vent, etc. Mais malheureusement, cette absence de vent risque de devenir de plus en plus souvent, donc avec des effets en cascade. Donc voilà, la barbe à papa et d'autres exemples là, de films algaux qui peuvent se créer à la surface du substrat et qui peuvent créer à moyen long terme donc des asphyxies. Autre chose, c'est l'acidité. Alors, le pH de l'eau, ça varie entre 0 et qui est extrêmement acide, à 14 qui est extrêmement basique, et la neutralité, c'est 7. L'eau de mer est naturellement basique, légèrement basique, avec un pH de 8,2. Ça, c'était avant l'ère industrielle. Et ça fait longtemps que c'est à 8,2. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 8,1. Donc ça a quand même, ça s'est acidifié. On est en train de se rapprocher de 7. Lentement, vous allez me dire, mais sûrement. Avec une projection, si nous ne faisons pas grand-chose pour enrayer les phénomènes, de moins 0,46 unités de pH vers 2100. C'est
énorme pour les organismes, pour le biotope. On est en train vraiment de changer les conditions physico-chimiques du milieu. La température, c'est plus la même, l'acidité, c'est plus la même. Forcément, ça va avoir des impacts. Et des impacts en particulier sur tous les organismes qui créent un squelette calcaire, parce que ça va déplacer l'équilibre chimique de la réaction chimique de fabrication du calcaire. Alors, il y a eu des études en laboratoire sur le corail rouge qui ont vu que si on acidifie l'eau, on peut observer jusqu'à moins 60% de calcification sur cette espèce-là. C'est beaucoup. Ça veut dire que notre corail va avoir du mal à faire son squelette calcaire. Et il n'est pas le seul. Donc, ce qu'on a vu sur le corail, c'est valable pour énormément d'autres organismes marins qui ont un squelette en calcaire. Et dans ce qu'on ne voit pas, du squelette calcaire, il y en a aussi au niveau du plancton. Donc là, ça va perturber la croissance et la reproduction, c'est-à-dire non seulement de toutes les espèces qui ont besoin de faire un peu de calcaire qui sont dans le plancton, soit tout le temps, soit à l'état larvaire des espèces qui vont devenir benthiques un peu plus tard. Donc voilà, veut dire que c'est toute la chaîne alimentaire, mais aussi la chaîne de fabrication des espèces via les stades larvaires qui peut être impactée par cette acidification. Véronique, Oui. est-ce qu'on peut poser des questions au fur et à mesure ou tu préfères qu'on les pose à la fin? Alors, je peux pas dire parce que je ne vois pas passer. Là, je vois pas le chat. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, si, La bon, question, c'était sur l'acidité. Est-ce qu'on a pu voir des effets déjà sur aujourd'hui? je n'entends pas la suite. Des effets déjà? Est-ce qu'on a déjà eu des effets de l'acidité? Est-ce qu'on est capable de les mesurer déjà dans l'espace naturel ou est-ce que c'est que en laboratoire? Je pense que oui. Alors je n'ai pas d'exemple précis à te donner, mais je pense que oui. Mais là, il faudrait que je cherche un peu. En tout cas, en laboratoire, c'est extrêmement bien, documenté. Sur les huîtres aussi, j'ai vu passer des informations où ils ont dit en fait, là je parle d'acidité, au niveau global. Mais il faut savoir au niveau des côtes, en fonction, de l'apport plus ou moins d'eau douce, de l'évaporation et cetera, l'acidité varie beaucoup plus. Elle peut varier en fonction des saisons, donc on peut avoir des variations d'acidité de plusieurs dixièmes d'unité de pH. Et donc, on peut tomber à un moment donné sur un risque létal pour certaines espèces. Ça a été documenté pour l'ostréiculture, pour les huîtres. Véronique, si tu veux, je peux compléter ta réponse. J'ai lu il n'y a pas tellement longtemps un certain nombre de recherches effectuées par les Australiens en milieu naturel, puisqu'ils ont déjà pu constater en milieu naturel l'effet de l'augmentation de l'acidité. Et leur conclusion, puisqu'ils se sont intéressés qu'aux poissons pour l'instant, est que les poissons sont généralement plus petits et avec une maturité sexuelle plus rapide. Mm. Donc, il y a des effets. Après, bon, c'est pas l'objet de ce topo-là de rentrer dans ce type de détails, mais c'est quand même documenté en laboratoire, c'est sûr et certain. Et dans le milieu naturel, donc, c'est plus compliqué de faire des études, mais il y en a. Au niveau donc, un autre effet qui se coule, c'est le tapis roulant. Donc le tapis roulant, c'est la circulation thermohaline. Alors je m'excuse, moi, comme je vois plus mes titres, parce que j'ai des barres, au milieu, mais voilà, circulation thermohaline. Alors c'est documenté. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est sûr certain et à quelle, est l'ampleur du phénomène. On est en train de se dire: «Tiens, le Gulf Stream, semble ralentir». Le Gulf Stream, c'est un morceau de la circulation thermohaline. Alors, circulation thermohaline, qu'est-ce que c'est? C'est ces grands courants marins qui ont une partie en surface et une partie en très grande profondeur
et qui, en fait, fait les échanges entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides qui sont au fond des océans. Grosso modo, une goutte d'eau met environ 1000 ans à faire le tour du monde par cette circulation qui est au niveau global, au niveau mondial. Et comme ce sont des échanges de chaleur entre les tropiques et les pôles, eh bien le fait de changer les températures des couches d'eau chaude, aussi de l'atmosphère, puisque dans les pôles, à un moment donné, on va avoir de l'eau froide, de l'air froid, il va se former de la glace. Si les pôles sont plus chauds, et bien, tous ces phénomènes de création de glace vont être modifiés. Or, ça impacte énormément la circulation thermohaline, parce qu'en fait, quand une eau devient de la glace, ça veut dire que l'eau en dessous, elle devient plus concentrée en sel et ça va aider, cette eau à plonger au fond de l'océan, parce qu'elle est plus dense et plus froide. Donc tout ça, c'est des effets combinés entre la température de surface et les températures de l'air, et ça risque fortement de perturber cette circulation. Et ce que l'on constate aujourd'hui, avec beaucoup de bémols, parce que c'est pas encore bien documenté d'une manière certaine, c'est qu'il semblerait qu'elles ralentissent. Si le Gulf Stream ralentit, nous allons avoir moins de chaleur qui va arriver sur nos côtes. Donc en fait, le changement climatique, c'est pas forcément, pour tout le monde en tout cas, de la chaleur en plus, ça pourrait être du froid en plus. Mais ça, c'est encore des suppositions. En tout cas, ce grand mécanisme de régulation du climat au niveau Qu'est-ce qui mondial. t'arrive? Ah, pardon? J'entends pas là. Donc ce grand mécanisme de régulation mondiale du climat qui est dû à l'océan, est en train d'être perturbé, et ça peut, alors on le voit moins parce que l'eau chaude, qu'à un moment donné, elle coule au fond, elle met 1000 ans avec tout son CO2 et cetera pour revenir, mais il peut y avoir des effets court, moyen et très long terme très importants. Alors après, la migration des espèces, décidément cette barre me gêne. Si je pouvais la mettre ailleurs, bon non, je peux pas. Alors, on va d'abord parler des espèces méridionales, c'est-à-dire celles qui sont dans le bassin oriental, qui jusqu'à présent avaient deux barrières à passer. La barrière de la température, puisque le bassin occidental est beaucoup plus froid, mais aussi une barrière des fonds marins au niveau de la Sicile, il y a un haut fond qui fait que c'est plus compliqué de passer. Voilà. Le haut fond, il existe toujours, par contre, la température, le delta de température baisse. Donc, moralité, nous avons des espèces qui auparavant étaient très rares chez nous, sur nos côtes du golfe du Lion, nos côtes françaises, de Méditerranée française, elles étaient assez rares, mais elles deviennent fréquentes. Donc, par exemple, le cerveau-écriture, qui est une espèce initialement qu'on voyait plutôt au sud du bassin occidental, eh bien, devient une espèce extrêmement commune maintenant, et il est en compétition avec le cerron chevrette. Donc là, il y a une vraie compétition. On ne sait pas très bien si le cerron chevrette ne va pas se raréfier. Nous avons la Girelle-Pan. Alors elle n'est pas en compétition, elle se porte très bien toutes les deux. Girelle-Pan, il y a 20 ans, on n'en voyait pas si souvent que ça. Maintenant, on en voit très très souvent dans les très petits fonds. Donc comme elle n'est pas exactement au même endroit au niveau, puisqu'elle est beaucoup plus en surface que l'autre girelle, pour l'instant, elle se supporte très bien. L'oursin diadème aussi, c'est une espèce beaucoup plus méridionale, que l'on commence à voir de plus en plus souvent chez nous. Et quant à la bécune, alors maintenant, les bancs de bécune en Corse, dans les parcs nationaux, etc.,
et ben, ça fait partie du paysage. Il y a 20-30 ans, ce n'était pas le cas. Donc, nos écosystèmes changent parce que c'est plus tout à fait les mêmes espèces. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la mort assurée des espèces patrimoniales habituelles, hein, j'ai pas dit ça, mais on ne va plus, on ne voit déjà plus tout à fait les mêmes choses qu'avant et on peut imaginer que dans 30-40 ans, ce phénomène va s'amplifier. Malheureusement, on va avoir quelques indésirables qui vont arriver. C'est-à-dire que nous sommes en train d'abolir la frontière thermique qui faisait que toutes les espèces exceptionnelles de mer Rouge qui passaient par l'énorme boulevard, l'autoroute à espèces qu'on a créée en élargissant le canal de Suez et sans faire de pièges biologiques, parce qu'ils auraient pu faire des pièges biologiques, hein, ils ne l'ont pas fait. Donc, moralité, il n'y a pas de piège biologique, c'est magnifique. Nous avons un boulevard à espèces donc, de mer Rouge qui envahissent lentement et sûrement le bassin oriental et qui réellement arrivent chez nous. Alors, elles ne sont pas toutes arrivées, mais ça ne va pas tarder. Donc, ces espèces comme le poisson-lion, ça pose quand même un sacré problème au niveau des écosystèmes, gros chamboulement. Les poissons-lapins aussi, qui sont entrés en Méditerranée, qui se sont bel et bien implantés dans le bassin oriental et qui vont un jour ou l'autre s'implanter chez nous. Alors pour l'instant, on voit quelques incursions, c'est pas vraiment massif, mais ça va arriver. Alors, donc ça va arriver. Alors il paraît que c'est bon à manger, le poisson-lion, hein, mais bon, voilà. Ça se multiplie plus vite que ce qu'on les mange. Et donc, on va avoir, par rapport à nos espèces à nous, des compétitions entre ces espèces exotiques envahissantes, les EEE, le tout effet cocktail avec la surpêche. Donc la surpêche, qu'est-ce qu'on fait? D'une manière absolument massive et non discriminée, on va pêcher les espèces qui nous intéressent. Et on ne va pas les pêcher de manière très intelligente, c'est-à-dire qu'on va prendre aussi les juvéniles et puis tout ce qui passe à côté. Donc, on va bouleverser, on va affaiblir notre écosystème. Et ça va être un boulevard d'autant plus important pour ces espèces opportunistes qui viennent du bassin oriental, et qui vont s'implanter parce que on a laissé le champ libre. Donc, les projections, c'est que 40% des espèces endémiques des poissons de Méditerranée pourraient carrément disparaître. Je ne sais pas si vous voyez comme bouleversement des écosystèmes ce que ça veut dire. Eh ben, ça veut dire que on va avoir du poisson-lion, il n'y a pas de problème. Du poisson-lapin, il n'y a pas de problème. La soupe, c'est moins évident. Et nos rascas à nous, c'est moins évident aussi. Alors, les impacts sur la chaîne trophique, je continue. Donc là, c'est plutôt l'aspect plancton. Donc nous savons que à la base des chaînes alimentaires, il y a le phyto et le zooplancton. Et dans ce zooplancton, il y a beaucoup de stades larvaires des espèces que l'on va voir nous en plongée et avec lesquelles on va se nourrir aussi, pour ceux qui mangent du poisson et des invertébrés marins. Et le phytoplancton aussi, une bonne partie du phytoplancton a un squelette calcaire. Donc, ces stades larvaires sont très sensibles et à l'acidification de l'eau, et à la température, très très sensibles. Et il est déjà prouvé que certains commencent à avoir du mal à vivre. Donc, les ptéropodes, on ne les voit pas parce qu'ils font partie du plancton, de l'holoplancton, le plancton qui est tout le temps à l'état planctonique et tout petit. Un deuxième impact, c'est le décalage temporel qui peut maintenant se mettre en place
au niveau des stades larvaires, c'est-à-dire en gros, ça décale la reproduction de certaines espèces. Or, d'autres espèces se nourrissent à l'état planctonique, à l'état larvaire, uniquement d'un certain type de plancton. Donc, quand il commence à y avoir des décalages temporels entre la proie et le prédateur, eh ben, ça veut dire que le prédateur, il ne va pas se développer. Même si, donc, il est indirectement impacté, mais fortement impacté. Donc, les projections montrent qu'on va avoir beaucoup moins de poissons à haute valeur commerciale et patrimoniale, les fameux moins 40% qui risquent de disparaître, et que le poids moyen des poissons est en chute libre. Donc, pour revenir à ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, on peut prévoir en poids moyen des poissons entre moins 4 et moins 49% en 2050. Donc, on l'a déjà vu, à la taille des sardines, en Méditerranée, elles sont devenues toutes petites. Donc, celles que l'on pêche aujourd'hui, elles n'ont pas du tout la même taille que celles qu'on pêchait il y a 30 ans. Ça ne va pas s'améliorer. Dernier effet. Ça aussi, malheureusement, les grands gagnants, ce sont les moins sensibles et les plus voraces. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, c'est un exemple, hein, nos petites mollusques pélagies, elles sont favorisées par l'augmentation de la température. Elles se reproduisent beaucoup mieux qu'avant. Et comme elles ont de moins en moins de prédateurs, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se reproduire et croissent et multiplier. Elles-mêmes sont assez voraces, pardon. Donc, elles vont se nourrir de larves d'autres espèces. Ce qui veut dire que là, on rentre vraiment dans un cercle vicieux. Alors, j'ai marqué impact négatif sur le tourisme et la plongée, mais c'est impact négatif pour tout. Alors, heureusement pour nous, ce sont des espèces qui ne vivent pas au rivage. Ce sont des espèces qui vivent en pleine eau et assez profond. Mais de temps en temps, les courants marins, avec le vent, etc., les ramènent au rivage. Voilà, donc de temps en temps, les populations de méduses, pélagies en particulier, au niveau du rivage, on en aura de plus en plus, quand il y a du vent. Alors maintenant, je vais parler de l'eau douce. Pour moi, c'est le plus grave, c'est vraiment l'eau douce, c'est pas tellement l'eau de mer. Alors j'ai vu un jour ce chiffre l'année dernière qui m'a complètement horrifiée, mais vraiment horrifiée. 1 kilo de CO2 émis, ça fait fondre 15 kilos de glace au niveau des glaciers. Je ne sais pas si vous réalisez 1 kilo de CO2, ce que c'est. Prenez votre voiture, vous faites quelques kilomètres, vous avez fait 1 kilo de CO2. Et donc, il n'est pas étonnant que nos glaciers soient en train de disparaître. Et ils auront tous disparu, en tout cas sous nos latitudes, vers 2100. Et quel que soit le scénario, en 2050, nous aurons entre moins 10 et moins 40% d'eau de neige. Or, l'eau de neige, c'est un peu celle qui remplit nos réservoirs d'eau, type les grandes retenues d'eau. Parallèlement à ça, nous avons moins de précipitations. À chaque degré de plus, c'est grosso modo 4% de précipitations en moins. Alors, on le voit très, très bien, là, ça fait 2 ans maintenant qu'on vit des canicules l'été, qu'on a des printemps de plus en plus secs et des automnes. Alors voilà, par contre, à l'automne, quand l'eau se déverse, elle se déverse violemment, mais globalement, on a beaucoup moins d'eau, de précipitations et on a de moins en moins de réservoirs d'eau au niveau des glaciers. Température en plus, c'est plus d'évaporation, eau douce et eau de mer. Ce qui veut dire que, on voit très très bien, les rivières s'assèchent, oui, il y a des rivières maintenant, elles sont vides. Même au mois de mars, il n'y a plus d'eau dedans, donc il n'y a plus de poissons dedans non plus. Et les projections, c'est si on a plus de degrés, c'est qu'on aura au niveau de la Méditerranée, entre moins 2 et moins 15% d'eau douce en moins. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire pour nous, quand la disponibilité de l'eau pour toutes les cultures qui dépendent de l'irrigation en particulier ou des précipitations.
il va y avoir des impacts énormes. Alors, ne parlons même plus de la plongée en eau douce et sous glace, ça risque de disparaître à relativement court terme. Et d'une manière ou d'une autre, les économies d'eau douce, on en parle déjà maintenant au mois de mars. Oui, c'est pas, ça va devenir la norme des économies d'eau douce pour tous et pratiquement même en hiver. Donc ça devient très grave et malheureusement, je suis désolée de vous dire que des choses très désagréables, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Autre effet, où va l'eau? Eh ben, l'eau, elle disparaît pas. Eh bien, l'eau, elle remplit les océans. Donc, nous allons vers une diminution de la surface des terres émergées. D'abord parce que l'eau se dilate sous l'effet de la chaleur. Donc, ça a été le premier effet. Au début, les glaciers fondaient pas trop, ils résistaient bien, mais quand même, l'eau se dilatait. Donc, le niveau des océans qui augmente, c'était d'abord dû à la dilatation de l'eau. Et maintenant, en plus, les glaciers fondent. Donc, la montée du niveau de l'eau s'accélère. Alors, actuellement, c'est entre 3 et 4 centimètres tous les 10 ans. Ouais, allez, tous les 10 ans, c'est pas beaucoup. Mais vous multipliez ça par 10 ans, plus 10 ans, plus 10 ans, ça commence à faire beaucoup. Donc, les projections les plus optimistes, soyons très, très optimistes, ça sera vers 2140 centimètres. Mais on sait très bien que ça ne sera pas 40. Ça peut aller jusqu'à 90 centimètres si on fait fondre tous les glaciers. Ça veut dire quoi? Ouh là là, il faut que j'aille plus vite. Érosion du littoral, donc forcément, si on monte le niveau d'eau, eh bien les terres les plus basses vont être submergées. On va devoir et puis quand il y a des tempêtes, évidemment, ça va taper de plus en plus fort sur ce qui reste. Un autre effet extrêmement important, c'est la salinisation des aquifères. Si vous montez le niveau de l'eau salée va s'infiltrer dans le sous-sol et toutes nos nappes phréatiques qui sont à basse altitude, elles vont se saliniser. Et je ne parle même pas de déplacement des infrastructures qui vont être... ça existe déjà, hein, des infrastructures déplacées. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Voilà, alors nous, par rapport à ce qui nous intéresse, la biologie subaquatique, par exemple, la Camargue, une grosse partie de la Camargue va disparaître. Une grosse partie des plages est déjà en train de disparaître. Et d'une manière plus spécifique, ces trottoirs à lithophyllum qui se sont formés dans le médio-littoral sur des millénaires, ben, ils vont disparaître. Et on n'est pas bien sûr que, vu la vitesse d'augmentation, ils vont mettre beaucoup de temps à se reformer. Il va falloir quelques siècles que l'eau se stabilise et après ils se reformeront, mais nous, on ne sera plus là pour les voir. Alors ça, je passe parce que j'ai plus trop le temps. C'était juste pour vous dire que c'est surtout les côtes du Nord qui vont être impactées par l'érosion du littoral. Euh, et, et par les risques de submersion, c'est la Normandie et le centre Atlantique. En fait, la Méditerranée est moins impactée, entre guillemets, que le reste par ce risque-là, en fait. Ce qu'ils ont prévu, c'est qu'a priori, on aura des cyclones plus intenses, mais pas plus nombreux, et probablement moins de vagues et de houles lors d'événements extrêmes. Mais ça, il y aura des dégâts, mais moins que sur les côtes atlantiques et du Nord. Donc, quand vous récupérez le topo, vous verrez, là, c'est un résumé hein, de tout ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'est la conclusion. Donc, les effets se combinent. Il ne faut pas prendre le changement climatique tout seul. Il faut voir que c'est
un joli petit cocktail avec la surexploitation des ressources, la perte des habitats et les pollutions. Ce qui se passe donc, c'est une très forte perte de biodiversité déjà en cours et qui va s'amplifier. Pour nous, au niveau de la plongée, eh bien, on a déjà des impacts visibles. Alors, le bon effet, c'est que l'eau est plus chaude l'été. Alors, c'est très, très agréable de se mettre dans de l'eau chaude, d'avoir des combis moins épaisses, c'est sûr, hein, on y prend tous plaisir. En revanche, nous allons avoir de plus en plus de canicules marines et donc les espèces les plus tolérantes vont être de plus en plus impactées et ça peut aller jusqu'à la disparition totale de certaines espèces. Arrivée de nouvelles espèces, donc modification des écosystèmes, le plus fort gagnera. Le trait de côte impacté avec des risques de submersion et d'érosion du littoral, plus ou moins forts selon l'endroit où on se trouve. Donc, que verrons-nous sous l'eau dans 20 ans? J'en sais rien. Où pratiquerons nous notre activité? Eh bien, il y a peut-être des endroits où on ne pourra plus la pratiquer, ou en tout cas, on verra autre chose. Alors, si vous voulez aller plus loin, les premières références, c'est des choses assez pointues, avec des fiches pédagogiques très, très bien faites. Les dernières, pour ceux qui s'intéressent à la Méditerranée, c'est vraiment du grand public, extrêmement bien documenté, avec des infographies, etc. C'est vraiment très, très bien fait, ces 2 dernières-là. Je vous encourage à aller les voir. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cet après-midi, il y a une fresque du climat où on va remettre en perspective les rapports causes-conséquences. Pour expliquer bien qu'est-ce qui cause quoi et dérouler cette fresque jusqu'au bout, jusqu'aux conséquences ultimes. Et tout cela, c'est aussi pour nous faire réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire nous en à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Alors le collectif, ça peut être la fédération de plongée, ça peut être au niveau de la nation, au niveau de l'humanité. On se rend très vite compte que on peut faire des choses au niveau, par nos comportements, par nos actions, on peut faire des choses au niveau individuel, mais on ne sera réellement efficace face aux enjeux qu'au niveau collectif. Ne nous faisons aucune illusion, c'est vraiment notre mode de vie. Donc nos infrastructures, nos grands choix sociétaux qui sont remis en cause. Si on ne fait rien, c'est pas parce qu'on arrête de manger de la viande ou à titre individuel ou que on va rincer, on va faire attention à la quantité d'eau qu'on utilise pour prendre son bain ou ne plus le prendre d'ailleurs. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ces gestes-là au quotidien, ils sont importants, mais on est dans un autre ordre de grandeur. Et donc tout ça, ça peut se visualiser plus facilement avec les fresques. La fresque du climat, mais il existe aussi une fresque océane, une fresque de la biodiversité. Moi, j'ai fait la fresque océane, elle est extrêmement intéressante. J'espère un jour pouvoir devenir animatrice de cette fresque pour passer, pour développer cet aspect-là. Voilà, donc la sensibilisation du public à tous les niveaux est très importante parce que ce sont des réponses sociétales à un problème de société. Je ne sais pas, je crois que c'est la fin. Oh oui, c'est la fin. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, j'espère y répondre. Oh, il y a un grand blanc là. Bon. Tu nous as détruit le moral. Non, 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 justement, je dis la pire des choses, c'est de laisser faire et de dire il n'y a plus rien à faire, on est fichu. C'est faux, on peut faire des choses. Il faut vraiment comprendre qu'on peut encore agir. Mais plus on agit tard, plus ça sera compliqué. C'est ça le problème. Tu as parlé de la fresque océane, tu peux nous en dire 2 mots? Alors, c'est le même principe que la fresque du climat, mais elle est vraiment basée sur tout ce qui est océan. Donc,
donc les écosystèmes océaniques, les habitants océaniques, les dangers spécifiquement liés à la surexploitation des océans. Alors, tout type de surexploitation, évidemment, ou d'exploitation, sur mesure, et donc qui déroule les causes, conséquences. Qu'est-ce que c'est l'océan pour nous? Ça commence comme ça. Finalement, pour vous, l'océan, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des questions ouvertes, vous avez des post-it, vous répondez, pour moi c'est ça, ça, ça et ça. Et après, on va dérouler un à un toutes nos réponses qui correspondent déjà à des cartes existantes et voir, eh bien, par rapport à ce point de départ, on va dérouler qu'est-ce qui est bien, quels sont les problèmes qui peuvent se poser, à quoi sont-ils dus, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer tout ça. Donc, la fresque Océane, enfin, toutes ces fresques, elles sont présentielles. Ils ont un site web où il existe aussi des fresques comme celle qu'on va faire cet après-midi en distanciel. Donc, il faut s'inscrire quand un animateur propose une fresque en distanciel. C'est entre 6 et 8 personnes. Donc, ça sera. Moi, j'ai mis 3 mois pour voilà, vous pouvez aller sur leur site, vous inscrire. Attention au bruit de papier et de bureau, s'il vous plaît. D'accord. Et ce que je comprends, c'est que si c'est quelque chose que l'on veut déployer, par exemple, il faut suivre une formation pour pouvoir animer ce style de fresque, c'est ça? Absolument. Alors, il faut d'abord avoir fait les fresques. Ça, c'est le premier b à bas. Après, faire acte de candidature. Moi, j'en suis à ce niveau-là pour la fresque Océane. J'ai fait acte de candidature, j'ai répondu à toutes les questions. Après, il y a une formation. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps elle dure pour savoir, et bien, voilà, pour avoir tout le jeu de questions-réponses. Le faire sien, avoir donc disposé du jeu, et il faut s'engager à en faire au moins 5 par an, c'est le minimum. Donc, sachant qu'une fresque, ça dure 3 heures, quand c'est en distanciel, normalement, c'est plutôt 3 heures et demie, parce que justement, il y a la prise en main de l'outil, c'est un peu plus lent à faire que si on est avec des cartes face à un tableau ou une grande nappe. C'est un peu plus lent, voilà. Donc, ça demande du temps. Hein. Souvent, elles sont faites en distanciel, elles sont faites en soirée. Mais c'est très, très intéressant parce que c'est là que vous allez tester vos connaissances. Hein. C'est très challengeant, pour reprendre ce type de terme. Après, tu n'es pas obligé d'être formateur. Tu peux t'inscrire à des formations qui existent quasiment dans les grandes villes. Tu en as une tous les mois dans certains coins. Tu peux inscrire ou demander à tes stagiaires de t'inscrire. Oui, bien sûr. Il y a plein de trucs qui existent, il y a plein de formules différentes. Nous, par exemple, nous connaissons un formateur fresque du climat. Donc, c'est lui qui organise la session de cet après-midi. Voilà, après, qui nous a fait déjà une fresque du climat lors d'un séminaire bio en région sud. Donc, il y en a fresque du climat, il y a quand même pas mal de monde. Donc, vous pouvez, en contactant sur leur site web les gens, demander à avoir, pour une de vos formations, s'organiser pour avoir quelqu'un et la faire en présentiel. C'est possible. Et ce sont des associations qui organisent ça ou c'est quelle structure? Je n'ai pas bien C'est une compris. association, oui, c'est une association. Alors, c'est vrai que quand on les fait en distanciel, il y a une inscription qui passe par Alloasso. Je crois que c'est 15 € ou 20 €, je ne sais plus, l'inscription. Parce que bon, ils ont des frais quand même, hein, et puis, voilà, donc Je crois que si tu te déplaces, c'est 10 € par intervenant ou un truc comme ça. Pardon, par participant, un truc comme ça. voilà, Moi, moi parce que sur, ils ont des bénévoles, mais ils ont aussi des professionnels, hein. Mm. Et si par exemple vous la demandez au titre de votre entreprise, hein, ça peut être possible, là ce sont des professionnels qui viennent. Et c'est l'entreprise qui paye. C'est l'entreprise qui paye.
Donc, vous pouvez tout à fait demander. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, on commence en général par la fresque du climat pour avoir je dirais, pour planter le décor. Et après, on fait les autres fresques. Je vois que je suis dans les temps, c'est magnifique. D'autres questions? Alors, mon objectif, c'est pas du tout d'être déprimante, hein. Il existe vraiment des solutions. On peut faire des choses. Et bon, j'espère que cet après-midi, on pourra développer ça. Bon, bah, je crois que Après, faut démystifier la chose, c'est très, très intéressant. mmh, Mais ça peut être frustrant aussi, Véronique, parce que pendant la fresque, tu n'as pas le temps de détailler les causes, c'est pas là pour donner un cours, hein. C'est juste pour mettre en reflet, en avant les conséquences par rapport aux causes, mais ça s'arrête là, quoi. Pour certains, certains peuvent être déçus. alors c'est grand public, hein, les fresques. Voilà. C'est pas du Heu, tout scientifique. Pas du Tu tout, es c'est pas pas là dans pour faire des cours. Toi, c'est pas un objectif de cours, c'est un objectif de sensibilisation, de faire, prendre connaissance de ce qui se passe, mais ça s'arrête là. C'est pas le but de former, mais c'est super intéressant parce que ça permet d'échanger avec les gens et tu t'aperçois que tu peux avoir des fausses connaissances mais faut pas s'attendre à une formation, une formation. non, 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 c'est un outil grand public qui est Mmh. agréé par le ministère, qui fait partie des grands outils. Alors il en existe d'autres, hein. Mmh. D'ailleurs, à la fin des fresques, l'animateur va vous envoyer, un joli mail avec, beaucoup, beaucoup d'outils, d'autres outils qui existent et de la lecture complémentaire. Donc si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez le faire. Moi, j'ai découvert l'outil Climatic-Tac, qui est déployé en interne dans ma boîte, mais j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai le jeu. J'ai le jeu à titre professionnel et au niveau aussi de la Crêpe Sud, je l'ai acheté. Ça c'est un jeu, justement, c'est un jeu, très ludique et qui permet, bah, de sauver des villes. On est dans un scénario au départ et on va jouer avec, un chronotemps, avec un chrono CO2 et on va faire des actions et justement ces actions, elles vont avoir un impact plus ou moins positif ou négatif et on gagne quand on n'a pas perdu de ville ou quand on est resté en dessous d'un certain niveau de CO2. C'est très rigolo parce qu'il y a une manière, vraiment participative avec des gages et cetera. C'est un jeu qui est très, très rigolo. Moi, j'aimerais bien le faire, j'aimerais Comment, bien, voilà, c'est quoi, organiser des Véronique? sessions parce que c'est vraiment un jeu plateau. Là, il faut être en présentiel. Comment il s'appelle ce jeu? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Il s'appelle Climat Tic Tac. C'est un jeu qui a été fait par le CNRS et le CEA et donc c'est un jeu plateau que l'on trouve, ça coûte 30 €, que l'on trouve, c'est je sais plus, je peux aller vous chercher la boîte, elle est pas loin, elle est dans mon placard. C'est BioViva, je crois, un nom comme ça, le l'éditeur. Et donc, alors il faut être un peu sensibilisé au départ, hein, pour comprendre plus facilement les règles du jeu. Pour s'approprier le jeu, il faut un bon quart d'heure de lecture du mode d'emploi. Et après on joue, on a des jetons, on joue par équipe. On peut jouer par équipe, c'est très rigolo, jusqu'à 5 joueurs, ou 5 équipes. Et après, ben voilà, on va prendre des décisions collégiales ou bien chacun va garder ses cartes pour lui et ne pas participer avec son voisin. Alors, en règle générale, si on joue tout seul, on perd. Ça, c'est une des choses qu'on apprend. On a intérêt à partager un peu ses connaissances, ses cartes, pour optimiser un peu le truc. Mais ça, je vous laisse découvrir le jeu. Donc, si un jour on fait un séminaire en présentiel, je peux venir avec un jeu, je peux même récupérer éventuellement celui que j'ai, le deuxième que j'ai, et puis on peut
peut s'amuser à jouer à ça. Et c'est vrai que les entreprises avec, tout ce qui est RSE mettent en place un certain nombre de trucs et ce genre de trucs. La fresque du climat est beaucoup faite dans les entreprises justement pour sensibiliser les gens et dans le cadre du RSE. Oui, Le jeu Climatic Tac, je l'ai fait avec Véronique à la suite d'une fresque du climat. Et on disait tout à l'heure que la fresque du climat n'est pas censée nous apprendre, nous faire nous poser des questions. Et on a trouvé, avec Véronique et les autres personnes avec qui on avait joué, que le fait de faire ce jeu Climatic Tac nous a permis quelque part de mieux comprendre, parce qu'on a mis en pratique un certain nombre de pistes qu'on avait évoquées pendant la fresque du climat. Et là, du coup, on a mieux compris concrètement, avec une carte du monde, comment ça pouvait, justement, quelles sont les conséquences réelles et concrètes. Et on a travaillé ensemble dessus, c'était vraiment très, très intéressant. Très rigolo et très intéressant. oui. Parce on peut prendre des risques dans ce jeu-là et c'est là que ça devient très drôle. Oui, on paye de sa personne, on prend des risques en payant de sa personne. Exact. On est dans les temps, c'est bon, hein? Oui. Parfait. J'ai vu qu'il y avait plein de... là, voilà. Ouais, il y en a déjà qui sont partis déjeuner. Bon appétit. Oui, oui, oui. Bioviva. Voilà, bah, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, arrêter le partage. Donc naturellement, pour ceux qui le veulent, on pourra vous retransmettre, on va mettre sur le site internet et sur Agora pour les présidents et les présentations. Donc, on pourra les diffuser aux personnes qui le demanderont et vous pourrez regarder les «replays» entre guillemets. Véronique, je te remercie beaucoup pour ton investissement.